Alors, cette présentation a pour but de se remettre en place un peu les idées sur les dermatites à Malacésia. Alors, en préambule, je vous présente deux situations cliniques assez semblables et pourtant on va voir différentes. À gauche, un chien qu'on va appeler X et à droite, Léa. Alors, X est un basséoun femelle, elle est âgée de 6 ans et elle présente une dermatite érythémato-squameuse prurigineuse avec une séborrhée grasse. Vous voyez ici sur la photo la face ventrale du cou avec ses dépilations, ce fond érythémato-squameux, la présence de comédons et également d'une séborrhée assez malodorante. Vous réalisez un examen cytologique de cette zone et vous pouvez observer ici donc la présence de polynucléaires dont le noyau est assez écrasé, d'une malacésia présente au centre en bas de la photo, et puis surtout d'assez nombreuses bactéries qui sont de type bacille, en bâtonnet allongé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une dermatite à malacésia? En faveur, eh bien, il y a la race, il y a l'aspect des lésions, mais en défaveur, nous sommes d'accord, il y a très peu de levures à l'examen cytologique. Et pourtant, vous voyez ici l'évolution de ce chien avec un traitement à base de kétoconazole, donc un azolé antifongique, associé à un shampoing à base d'un azolé antifongique. À J0, la photo que je viens de vous montrer, vous voyez l'évolution à 3 semaines au milieu avec une très nette amélioration des lésions, du prurite, et à droite, après 6 semaines de traitement, une guérison complète chez ce chien. Deuxième cas clinique, Léa, un J0, avec une présentation assez semblable, face ventrale du cou, érythème, alopécie, la présence de squame, également la présence de quelques lésions de furoncle. Vous réalisez de la même façon un examen cytologique et là vous observez la présence de très nombreuses levures de type malacésien. Et de la même façon, vous allez réaliser un traitement à base de kétoconazole associé à un shampoing antifongique. Et vous voyez ici l'évolution après une quinzaine de jours qui est plutôt mauvaise, hein, c'est-à-dire que les lésions sont un petit peu améliorées, mais on note toujours la présence de lésions très actives. Et à ce moment-là, vous allez faire un raclage et vous observez des démodex. Donc ces deux situations cliniques, elles sont pour illustrer le fait que la mise en évidence de ces levures est importante dans le diagnostic, on va le voir, mais il faut associer la présence de ces levures à des symptômes cliniques pour pouvoir faire une dermatite à malacésie. Alors, je ne reviens pas sur l'histoire de ces dermatoses. Depuis maintenant plus de 25 ans, on sait qu'il existe un grand nombre d'espèces différentes de malacésia. Celle qui nous intéresse le plus chez le chien et le chat, c'est Malacésia pachydermatis, qui est ici en haut à gauche et qui est une espèce un peu particulière puisque c'est la seule espèce de Malacésia qui est lipophile mais non lipodépendante. Donc, elle va pouvoir pousser sur des milieux même s'ils ne sont pas enrichis en lipides. Donc, cette levure a une particularité, c'est qu'elle se reproduit de façon asexuée par bourgeonnement, en créant des blastoconidies. Et ce bourgeonnement unipolaire à base large est très typique de Malacésia. Elle fait partie de la flore résidente du chien, c'est-à-dire qu'on en retrouve à l'état naturel sur la peau des carnivores et en particulier des canidés, sans que nécessairement ces levures soient pathogènes. Vous avez ici sur différents papiers les taux de prévalence de portage au niveau des différentes zones du corps et vous voyez que ces pourcentages sont assez importants, en particulier au niveau des zones cutanéo-muqueuses comme la bouche ou la région périanale. Alors, les dermatites à malacésia, elles sont la plupart du temps, puisque ces levures sont des saprophytes, font partie de la flore normale du chien, elles vont se multiplier à l'occasion d'un dérèglement de l'homéostasie cutanée. Dérèglement qui peut être lié soit à une macération au niveau des plis des pieds, par exemple, mais également du fait d'hypersécrétion lipidique, puisqu'on a vu que ces levures étaient lipophiles, et ça c'est le cas très typiquement au niveau des oreilles, en cas de prolifération de cérumen, également en cas d'état kératocéboréique gras, s'il y a trop de sébum, il y a beaucoup de lipides et donc les levures vont pouvoir se développer. On sait également que les états allergiques, et en particulier la dermatite atopique, sont des facteurs qui prédisposent à la multiplication de ces champignons. Les traitements, il est possible, ce n'est pas démontré avec certitude, mais il n'est pas impossible qu'une corticothérapie puisse être responsable du développement des levures et sont associés des cas d'hypothyroïdie en particulier avec des dermatites à malacésia.
Alors, cette prolifération de malacésia, est-ce que on appelle ça en anglais malacésia overgrowth, c'est-à-dire une prolifération de malacésia? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une réelle prolifération ou bien est-ce qu'il s'agirait d'une absence d'élimination des levures au niveau de la couche cornée? Est-ce qu'il n'existerait pas une anomalie des récepteurs aux champignons, comme ça a été démontré pour les staphylocoques? Est-ce qu'il existerait un déficit en peptides antimicrobiens? Ce sont des pistes de recherche qui sont assez étudiées à l'heure actuelle. Et finalement, globalement, toutes les anomalies du microbiote sont des choses qui sont encore relativement mal comprises chez le chien et pour lesquelles il y a des équipes de recherche qui travaillent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des prédispositions raciales qui sont marquées, bien décrites dans la littérature, avec des prédispositions spontanées pour certaines races comme le Basset-Hound, le Teckel, le Charpais, le Cocker, le Labrador, le Terre-Neuve, etc., etc. Et puis, il existe également des prédispositions raciales secondaires, particulièrement pour toutes les races atopiques, comme le Westie, le Boxer ou le Labrador. Globalement, le grand gagnant, c'est le Basset-Hound. Le Basset-Hound est une race qui est très prédisposée à la prolifération de malacésia. Il a été démontré il y a très longtemps maintenant, dans cette étude de Rosbond du Royal College de Londres, que les bassets à l'état normal présentent une population de malacésia très importante sur leur peau, a fortiori bien entendu s'ils sont séboriques. Chez le chat, on a également des prédispositions raciales qui sont bien décrites pour les chats de race à pelage modifié, comme le Sphinx, le Rex Devon, et les races à pelage modifié russes comme le Peterbold ou le Donskoi. Donc globalement, les chats à pelage modifié sont prédisposés à ces dermatites à malacésie. Alors la présentation clinique, elle est très variable. Vous voyez sur cette diapositive qu'on va avoir un grand nombre de types différents de motifs de consultation. On va les passer en revue. Chez le basset-ondes, on va observer la plupart du temps des zones localisées, érythémateuses, kératocéboréiques, qui vont avoir tendance, si elles ne sont pas traitées correctement, à la généralisation. Vous voyez ici sur cette face interne d'un avant-bras chez un basset-hound, avec sur la vue rapprochée cet érythème franc. Hein. Souvent, ce sont des maladies très érythémateuses. L'érythème est assez violent. Le prurite est souvent marqué. Et vous devinez ici l'aspect séboréique de ces lésions avec cette odeur un peu particulière cette odeur rance qui est assez typique quand on a l'habitude de cette maladie. Un autre cas ici chez un Westie avec une dermatose ventrale, là encore, exactement le même type de présentation clinique. Très fréquemment, vous allez observer dans les phases inaugurales une atteinte préférentielle au niveau de la face ventrale du cou. Donc à gauche sur un Terre-Neuve, à droite chez un Westie, c'est le même animal qu'on vient de voir sur la photo d'avant. Et donc on va retrouver ces zones érythémateuses, squameuses, lichenifiées, avec un prurite assez violent. En général, quand vous allez caresser ces animaux ou frotter les lésions, vous allez observer un squamosis assez important et votre table de consultation va être très rapidement recouverte de pellicules blanchâtres. Deux autres cas ici, chez un labrador à gauche et un bull terrier à droite, avec la même présentation clinique. Chez les races à plis, vous pouvez avoir des intertrigaux. Donc ça, c'est important à retenir, dans le sens où quand vous avez un intertrigo, on a souvent tendance à penser que c'est forcément bactérien. Donc attention, hein, chez ces races, vous allez pouvoir observer des malacésias. Donc pensez à bien aller regarder et chercher ces levures au niveau des plis. Bien entendu, les otites, je passe brièvement, on a déjà eu l'occasion de parler des otites des carnivores dans d'autres présentations. Les pododermatites, et en particulier les onychites, donc atteinte inflammatoire du lit de l'ongle, hein, dans la base de la griffe. Vous observez sur la photo de droite ici cette pigmentation un petit peu marron. Donc là, il va falloir aller chercher dans le pli ingéal la présence d'un enduit cérumineux qui sera souvent porteur de malacésia. Un autre symptôme qu'on peut observer moins fréquemment sans doute, mais qui est à rechercher chez les chiens blancs avec ces roussissements des poils qui sont associés à un léchage. Et là aussi, c'est un signe d'alerte pour les dermatites à malacésia, en particulier au niveau podal. Et puis des formes qui sont un peu moins bien décrites, mais qui sont intéressantes à reconnaître. Donc chez l'homme, il y a trois présentations cliniques qui sont rapportées en association avec malacésia. C'est la dermatite séboréique, les folliculites à la malacésia et les dermatites de la tête et du cou. Et je voulais vous montrer un petit peu ces cas juste pour illustrer que ça existe aussi chez le chien. Donc d'abord la folliculite à malacésia qui est caractérisée par la présence de pustules folliculaires, le plus souvent sur le tronc, comme
vous pouvez l'observer sur le cliché de droite, et qui est caractérisé par une sorte de bouchon de malacésia qui obstrue complètement l'orifice du follicule pilosébacé, caractérisé au niveau histopathologique par une folliculite avec de nombreuses levures. Bon, on peut observer la même chose, le même type de présentation clinique chez le chien. C'est quelque chose qui n'est pas banal, mais on doit s'intéresser à cette présentation. On a l'occasion de voir une petite dizaine de cas avec ces pustules folliculaires. Et en bas à droite, vous pouvez observer la présence d'un très grand nombre de malacésia sur cette réaction à l'acide périodique Schiff dans le follicule pileux qui, en l'occurrence, était associé à une démodécie. Deuxième présentation clinique très typique chez l'homme, c'est la dermatite séboréique, chez le nourrisson, en haut à droite, chez l'adulte, en bas à droite, avec cette atteinte très séboréique qui gratte, avec un érythème et ses croûtes. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien rapporté chez l'homme. Et chez le chien, c'est un petit peu le même type de présentation clinique qu'on va pouvoir rencontrer dans certaines races. Ici, un fox terrier sur les clichés de Christine Prost. Et puis finalement, vous avez cette présentation assez pathognomonique qu'on appelle la dermatite de la face et du cou, de la tête et du cou. Il s'agit d'une hypersensibilité à malacésia chez les patients atopiques. Ces patients présentent des taux élevés d'IgE spécifiques de malacésia, ils ont des prick tests qui sont positifs et il y a une amélioration clinique après un traitement antifongique. Alors on s'est intéressé un petit peu à ces formes de la tête et du cou qu'on a vues là tout à l'heure en photo. Et chez le chien, on n'a pas retrouvé dans une étude qu'on avait présentée au Congrès mondial à Bordeaux il y a 4 ans d'hypersensibilité chez ces chiens quand ils présentaient cette forme clinique particulière par rapport aux autres formes de dermatite à malacésia. Donc il n'est pas certain que là on ait un corollaire qui soit aussi net que chez l'être humain. Alors venons-en au diagnostic. Alors le diagnostic, c'est cette suspicion clinique qu'on vient de voir avec ces symptômes qui sont quand même assez typiques. Bien entendu, on va essayer de mettre en évidence les levures et finalement, on va voir que c'est la réponse au traitement antifongique qui va nous donner la clé du diagnostic. Au niveau de la mise en évidence des levures, les techniques sont variables, mais ce qu'on va recommander en pratique, c'est l'examen au chevet du malade avec l'examen cytologique. Recommander l'écouvillonnage pour les oreilles, mais pas pour la peau. Pour la peau, le meilleur test pour mettre en évidence les malacésias, c'est clairement le test au ruban adhésif coloré. Appliquez donc votre ruban de scotch, vous allez appliquer fortement sur la peau, faire plusieurs mouvements d'aller-retour pour essayer de récupérer le plus possible la couche cornée. Vous allez colorer votre scotch. C'est ce qui vous permettra la technique la plus sensible pour mettre en évidence les malacésias. Il existe aussi des cultures fongiques qu'on peut réaliser, mais encore une fois, c'est moins sensible que la cytologie et puis bien entendu l'histopathologie. Donc la mise en évidence de ces levures, qui est quelque chose d'assez simple, vous connaissez bien l'aspect de ces petits champignons, donc encore une fois avec cette forme due à ce bourgeonnement unipolaire, on appelle ça des formes en bouteille de Perrier ou en cacahuète ou en empreinte de pain. Donc aspect très typique de ces levures, avec un grand nombre ici d'éléments levuriformes sur ces différents clichés. La culture fongique donc, est quelque chose qui n'est pas à réaliser en pratique quotidienne. On l'utilise principalement dans les essais cliniques quand on réalise des tests pour les différents médicaments. Dans votre pratique quotidienne, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous recommander. Et de la même façon, l'examen histopathologique, sur la cliché de droite, vous pouvez observer là encore ces petites levures avec leur bourgeonnement qui est assez typique dans la couche cornée. L'examen histopathologique n'est pas en soi très intéressant dans le sens où, encore une fois, la cytologie est beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus intéressante pour la mise en évidence des parasites. Le diagnostic différentiel doit être fait avec un syndrome de prolifération mais bactérienne, avec les dermatites de contact, puisqu'on a vu que les lésions étaient surtout ventrales, avec des formes localisées de dermatite atopique, avec la démodécie et globalement toutes les ectoparasitoses, et comme on a vu qu'il existait cette séborrhée, ce squamosis, avec les troubles primaires de la kératidisation. Le gros du diagnostic différentiel, c'est quand même le syndrome de prolifération bactérienne. Vous observez chez ce berger allemand des signes cliniques qui sont exactement superposables à ceux qu'on a vus tout à l'heure au niveau de la face ventrale et du cou, avec cet érythème, cette alopécie, cette lichenification, cet aspect kératocéboréique gras. Donc là, c'est la cytologie qui va vraiment pouvoir vous permettre de faire la différence.
puisque dans le cas de syndrome de prolifération bactérienne, on va observer des cornéocytes qui ici sont parakératosiques, ils ont conservé leur noyau, et une prolifération, ou en tout cas une surpopulation bactérienne, avec la présence de très nombreux cocci et absence de Malassezia chez ce chien. Pour terminer donc le traitement, il y a une revue de médecine factuelle qui est un peu ancienne maintenant, ça fait une dizaine d'années, où on avait mis en évidence la bonne efficacité d'un shampoing qui combine de la chlorhexidine avec un agent azolé, à la condition d'utiliser 2 fois par semaine avec un temps de pause de 10 minutes pendant 3 semaines, et également une évidence correcte de l'utilisation d'azolé par voie orale, soit le kétoconazole à la dose de 10 mg par kilo et par jour, soit l'itraconazole à la dose de 5 mg par kilo et par jour, ou à la dose de 5 mg par kilo 2 jours par semaine. Alors, ces traitements ont été revus dans d'autres revues qui sont des papiers qui ont été publiés dans Veterinary Dermatology avec des groupes de travail internationaux. Donc, un premier papier qui est un petit peu ancien, lui aussi, qui s'intéressait au traitement topique. Et puis, surtout, la grosse revue qui est publiée cette année sur les Malassezia, qui inclut à la fois l'étude de leur biologie, du diagnostic et du traitement, et qui est donc un guidelines, un guide de consensus clinique fait là encore par un groupe émanant de l'Association mondiale de dermatologie vétérinaire. Et donc ces revues qui sont factuelles recommandent l'utilisation des azolés qu'on vient de voir, toujours le kétoconazole, l'itraconazole par voie orale et par voie locale, principalement de la chlorhexidine associée avec un azolé ou pas. Il est intéressant également de noter que dans ces différentes revues, il y a un certain nombre d'études à côté de ces papiers evidence-based qui s'intéressent à l'utilisation d'actifs naturels et en particulier, là vous voyez des publications sur l'intérêt d'un produit de chez Dermosynth LDCA qui s'appelle Biospot ou Bioclean Spray, qui contient de l'acétylcystéine, des huiles essentielles et qui ont un effet antibiofilm, antimicrobien et notamment anti-malassezia. Alors, est-ce qu'il faut traiter par voie locale ou par voie générale? Je vous ai mis ici un chat qui présente une dermatite à Malassezia. C'est un animal qui, par ailleurs, souffre d'une allergie alimentaire. Et donc, chez cet animal, on va se poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir éliminer les Malassezia? Mais il n'est pas très coopératif. Et là, il est évident que le traitement local ne va pas être satisfaisant parce qu'il ne va pas se laisser faire pour lui appliquer des shampoings 2 fois par semaine avec des temps de pause de 10 minutes et que, bien entendu, dans ce cas, c'est le traitement par voie systémique qui va nous tirer d'affaire. Alors, il y a quelques années, on avait comparé à l'école vétérinaire d'Alfort 3 traitements, soit un traitement topique seul, soit un traitement systémique seul, soit un traitement associant le traitement local et le traitement par voie générale. Et vous avez ici les résultats qui vous montrent clairement que l'association du traitement local et systémique est supérieure en efficacité au traitement local seul ou au traitement systémique seul. Et par ailleurs, il n'y avait pas de différence significative dans le traitement systémique seul versus le traitement local seul. Donc le message, c'est en cas de maladie généralisée, vous devez associer un traitement local et général. En cas de dermatite localisée, il est logique de se contenter d'un traitement local. La durée de traitement, il n'y a pas de consensus dans la littérature. Ce qui est important de retenir, sans doute, comme pour les pyodermites bactériennes, c'est qu'il faut traiter jusqu'à la guérison mycologique, en l'occurrence donc cytologique. Donc il faut que vous prévoyiez des visites de contrôle chez vos chiens pour les revoir après 3 semaines, 15 jours. Ça, c'est vos habitudes de prescription. Et pour renouveler vos examens cytologiques. Et vous n'arrêterez le traitement que quand vous obtiendrez un examen cytologique dans les normes. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et un bel été à tous.